D'abord vient le Père, puissant, solaire, couronné. Ces bois tendus vers les nuages l'ont fait passer aux yeux des Celtes ou des Slaves pour un intermédiaire entre la terre et le ciel, entre le monde des hommes et celui des dieux. Il ne traverse pas les saisons. Il les incarne car chacune le transforme et accroît sa puissance. Chaque année le couronne d'un buisson de gloire sans lequel il ne serait rien. Arrive enfin le temps du sacre ultime. Ces bois se déploient plus loin. Ils se dressent plus haut qu'ils ne le feront jamais. La magnificence des bois et la force de sa voix le proclament. Il est devenu le roi de la forêt. Avant que l'été ne vienne, alors que la neige recouvrait encore la forêt, le Père a accompli ce à quoi la nature le destine, procréer. C'est aussi ce que ces bois signalent. Il lui revient d'offrir des héritiers à la forêt. Nous sommes en juin, en Biélorussie, au cœur d'une des forêts les plus anciennes d'Europe. C'est la saison des naissances. Les premiers enfants du roi sont venus au monde. L'un d'eux, âgé d'à peine quelques jours, repose encore dans le nid d'herbe qu'il n'a pas quitté depuis sa naissance, et d'où n'émerge que la pointe de ses oreilles. Nul ne sait encore quel destin la grande forêt réservera à ce nouveau-né. Si le sort lui est contraire, son crâne ne s'ornera que de bois dissymétriques ou anémiés qui le condamneront à vivre en marge des siens. Il deviendra un marginal, déclassé, voué au dédain des femelles et à une absence de descendance. Car chez le cerf et l'af, les bois ne sont pas seulement un ornement. Ils signalent le rang, le grade, l'aptitude à propager ses gènes. Leur absence, en revanche, déchoit et marginalise. Roi ou vagabond, la croissance des bois déterminera le statut du faon qui vient de naître. Pour l'instant, caché dans les herbes, il fait semblant de ne pas exister. Comme enfoui dans un repli secret de l'espace et du temps, il a différé pendant plusieurs semaines le moment où, aguerri et capable de fuir tout danger, il émergerait des herbes. La mère broute loin, à l'écart de son petit. Elle détourne ainsi sur elle l'attention de prédateurs qui viendraient à s'aventurer dans les parages. En effet, en cette saison, les prédateurs doivent compenser les pertes de calories subies pendant un hiver très rude. Ils doivent chasser et tuer. Un faon à peine capable de tenir sur ses jambes ferait une proie facile. La mère, à distance, hume l'air dans la direction où se trouve son petit. Elle se tient toujours en éveil. Si un danger se présente, tel qu'un loup qui doit assurer un repas à sa propre progéniture restée au terrier, la biche adopte une stratégie qu'on pourrait croire suicidaire. Elle se met à courir, entraînant le prédateur dans la direction opposée. À toute vitesse, elle l'éloigne du faon. Dans le meilleur des cas, elle échappera au loup et le laissera épuisé.
Mais quand la mère s'éloigne, un autre prédateur pourrait trouver le champ libre et ne faire qu'une bouchée du faon sans défense. L'évolution a doté celui-ci d'un extraordinaire mécanisme de défense. Il ne dégage aucune odeur. Pour des chasseurs qui s'en remettent à leur odorat, pas de chance. La proie demeure indétectable. La mère revient bientôt à la prairie dont sa course l'avait éloignée. Tout danger est écarté. La vie reprend son cours normal. Un peu de temps a passé. Le faon cesse de vivre à l'écart de sa mère. Il émet désormais une odeur qui permet à la biche, quand ils sont dans un groupe, de vérifier qu'elle ne laissera pas le bébé d'une autre venir la téter. Seul le sien peut accéder aux mamelles. Elle s'assure de son identité en le reniflant de la tête aux sabots. Le lait saturé en graisse, riche en anticorps et nutriments, assure au faon une croissance rapide. C'est pourquoi la mère n'en ferait jamais profiter le faon d'une autre. Elle tient à ce que son enfant bénéficie de tous les avantages qui feront de lui le mieux adapté à son environnement. La mère nourrit son bébé, en général 2 fois par jour. Il a suffi de quelques jours pour que le faon se tienne sur ses jambes, acquiert de bons réflexes et prenne conscience de ce qui l'entoure. Une semaine après sa naissance, il doit se montrer capable de courir et d'échapper à un prédateur. Les cerfs font partie des 20 animaux les plus rapides du monde. Quand on est capable d'atteindre 70 km/h, l'apprentissage de la fuite est essentiel si l'on veut survivre. Si l'esprit de la forêt le veut, et seulement s'il le veut, le faon verra un jour son front couronné des bois qui marquent la dignité de son espèce. Car chez le cerf, les bois ne sont pas seulement un ornement, ils signalent le rang, le grade, l'aptitude à propager ses gènes. Pour le jeune qui vient de naître, l'aventure commence. Les cerfs vivent en hardes. Celles-ci regroupent de jeunes mâles, reconnaissables à leur bois puisque les femelles n'en sont pas dotées. Ils passent l'essentiel de l'année en marge du groupe principal. Ces jeunes forment des bandes de 3 à 6 individus. Des bois plus développés que les leurs autorisent un chef de bande à les diriger. Telle est la loi de fer chez les cerfs. Toute hiérarchie se détermine en fonction de la taille, de l'envergure et de la solidité des bois. Malheur à ceux dont les bois sont anémiés, voire inexistants. Chaque jeune cerf dépend des hormones qui déterminent la croissance des bois. Les mêmes hormones déterminent aussi le développement des caractères sexuels de l'animal. Le héros de notre histoire devra attendre encore plusieurs mois avant que poussent sur son front l'ébauche de ces bois. Rien ne permet de supposer, aussi longtemps qu'ils ne se seront pas élancés vers le haut, symétriques et bien formés, que le jeune animal connaîtra une vie harmonieuse. Le destin et la génétique en décideront. Pour l'instant, le faon doit traverser l'été, le temps de l'insouciance et des premières fois. On mâchouille l'herbe dont la mère semble se régaler sans comprendre pourquoi elle trouve ce mets délicieux.
On lutte contre un rameau pour tester sa solidité. Le reste du temps, on ne pense qu'à téter et à faire l'apprentissage de nouvelles saveurs qu'on préférera bientôt à celles du lait maternel. Herbes, feuillages, baies, écorces. L'été prépare pour les hôtes de la forêt une grande variété de plats végétariens. La nature les renouvelle sans cesse et resserre les convives aussi souvent que la faim leur creuse le ventre. Dans la mémoire du faon se grave l'inventaire des goûts, des textures et des sensations qu'il aura aimées ou détestées, comme une banque de données dans laquelle il puisera autant que dans son instinct. Le faon apprend ainsi à appartenir au monde, mais toujours, à ce stade, dans le sillage de sa mère. Celle-ci ne perd jamais son petit du regard. Le pavillon de ses oreilles capte tous les bruits de la forêt simultanément comme un sonar. Le faon doit aussi apprendre à orienter ses oreilles dans tous les sens, car cette mobilité offre aux proies de meilleures chances de survie face aux prédateurs. De jeunes femelles qui ont leurs propres petits se rassemblent autour de la mère. La plupart d'entre elles sont accompagnées d'un bébé, reconnaissable à ses taches blanches sur une robe gingembre. Ces nouveaux arrivants forment un groupe de femelles solidaires. La femelle la plus expérimentée prend la tête de la harde. C'est elle qui choisit la prairie ou paître. C'est elle aussi qui émet un signal d'alerte en cas de danger. Aucun péril aux alentours de ce tapis d'herbe tendre. Le soleil réchauffe la forêt. Pour les plus jeunes, c'est l'heure de s'allonger et de s'assoupir. La clairière ressemble à un jardin d'enfants. Les cerfs adultes ne broutent pas quand trop de chaleur pèse sur eux. Ils cherchent l'ombre et s'allongent. Leur bois se dresse dans la lumière comme un rappel au faon nouveau-né et à tous ses frères à naître. Cette couronne vous fera roi. Sans elle, vous ne serez rien.
Les bois assurent à ceux qui les portent un statut avantageux lors de la saison des amours. Quand vient le temps de se reproduire, c'est-à-dire en automne, les mâles cessent de dormir. Dans la forêt assoupie, on entend leur râle puissant déchirer le silence. Le rougeoiement de l'automne, les feuilles qui commencent à tomber, les jours qui raccourcissent, tout donne aux cerfs le sentiment d'une urgence. Du fond de leur cerveau primitif monte cette injonction. Il faut au peuple des cerfs une nouvelle génération. Le son du brame envahit alors toute la forêt. Chaque son propulsé par les cerfs du plus profond de leur gorge est une revendication. Chacun d'eux exprime par son cri ses droits sur un territoire, sur une ou plusieurs femelles, sur son aptitude à dominer les autres. Le dialogue mystérieux ne porte que sur cela. Pouvoir et domination. Les messages envoyés par les cerfs s'adressent aussi bien aux autres mâles, pour qui ils sont une mise en garde, qu'aux femelles qu'ils appellent à capituler et à se laisser posséder. Si les femelles orientent vers les mâles le pavillon de leurs oreilles, c'est parce que chaque vibration du brame prend pour elle une signification particulière. La voix de chaque cerf constitue sa signature. Ces vibrations varient selon l'âge et la force de l'animal. Le brame des jeunes cerfs court sur les notes les plus aiguës de la gamme. Moins claironnant que celui des adultes, il porte aussi moins loin. Celui des aînés, grave et puissant, s'entend à plusieurs kilomètres à la ronde. Le brame dure un peu plus d'un mois.
comme s'il fallait, en cette saison, empêcher la nature de s'endormir trop vite. Les cerfs se pavanent, on s'exhibe, les bois luisent au soleil. On croise des dames qui font mine de ne prêter aucune attention aux danseurs prétentieux. Parfois, un marcheur prouve ses capacités à éventer la terre et porte sur sa parure les dépouilles d'un buisson ou les lambeaux de la prairie. Pour un cerf que sa voix et ses bois désignent comme désirables, conquérir une femelle ne suffit pas. Il faut se les approprier toutes. Elles formeront un harem. Pour parvenir à cette hégémonie, il faudra se battre, car les mâles sont plus nombreux que les femelles. Seul l'un d'entre eux raflera la mise. Un combat entre mâles du même âge et du même poids illustre parfaitement les raisons pour lesquelles un cerf au bois mal formé sera indigne de tout respect. En effet, comment pourra-t-il contraindre un adversaire à baisser la tête jusqu'au sol et le faire fuir ? Le fuyard laisse ainsi les femelles à la merci de son opposant. Cependant, 6% des cerfs combattants finiront la saison des affrontements marqués par de graves blessures. L'enjeu de ces luttes est de transmettre ces gènes à la génération suivante. Mais ce privilège comporte des risques, car les bois peuvent rester bloqués, et ainsi les deux combattants mourir de faim. Le plus souvent, cependant, le vainqueur se contente de regarder son adversaire s'éloigner. Celui qu'on a défié et qui a vaincu demeure le maître du harem. Il règne sur 3 à 10 femelles, parfois davantage. Plus la force du mâle est grande, plus grande est aussi sa capacité à augmenter le nombre de ses sujets. Intimider les autres mâles n'est pas le seul avantage de sa force. Elle sert aussi à rassurer les femelles. Elles préféreront toujours les protecteurs puissants aux séducteurs graciles.
La réceptivité sexuelle des femelles ne dure que 2 jours. Le mâle dominant ne peut manquer cette opportunité. Pendant cette période, un drôle de jeu s'engage entre lui et les jeunes mâles défaits, qui ne veulent pas encore mettre fin à tout espoir de dépucelage. Le premier devoir du grand mâle consiste à conserver la cohésion du harem et à rameuter sans cesse les femelles distraites. Une tâche compliquée par les défis qu'il doit relever à chaque instant. Il reste finalement peu de temps au grand mâle pour se livrer à la tâche à laquelle tout le reste n'a été qu'un prélude, la reproduction. Les femelles plus âgées produiront des faons plus fragiles. Mieux vaut commencer, pour une meilleure propagation des gènes, par féconder les plus jeunes, les plus vigoureuses. Celles qui, devenues pubères à l'âge d'1 an et demi ou 2 ans, donneront le jour à leur premier bébé. Leur jeune âge les rendra en outre incapables de résister à la force d'un mâle qui doit attendre, lui, l'âge de 6 ans pour se reproduire, en raison d'une puberté tardive et de la censure exercée par les mâles dominants. Sûr de lui, le mâle ne se presse pas. Pourtant, le temps travaille contre lui. Comme si aucun roi ne devait jouir de ses droits sans qu'un freluquet veuille prendre sa place et séduire ses concubines, chaque automne laisse apparaître sur le lit de verdure un prétendant plus obstiné que les autres. Le nouveau venu brise des branches, se frotte sur les arbres pour y laisser son odeur, lacère l'humus. Chacun de ces comportements est un gant jeté à la face du roi légitime. Dernière étape, il choisit un emplacement stratégique où il dépose urine et phéromones. Un emplacement d'où la voix atteindra le troupeau. Un emplacement propice à sa danse de guerre. Le roi est jeune et veille jalousement sur ses femelles. Aucune d'elles ne doit, quels que soient les appels venus de l'extérieur, se montrer volage. Un danger guette le roi, tout comme ses homologues sur d'autres territoires, l'épuisement. Pendant cette période, les mâles ne se nourrissent plus et puisent dans leurs réserves caloriques. Certains peuvent perdre jusqu'à 20 kilos en quelques jours. C'est pourquoi certains cerfs, parvenus à se reproduire, ne passeront pas les rigueurs de l'hiver. Un roi qui parvient à féconder toutes ses femelles s'empresse de les quitter et de rejoindre une harde de mâles qu'il dirigera s'il est assez fort pour imposer sa domination. Dans tous les cas, entouré d'autres mâles, il reprendra des forces et restaurera sa vigueur.
Comme les flocons qui flottent dans l'air calme, comme la sève dans le tronc des arbres, tout ralentit. L'hiver est là. Le métabolisme des cerfs fonctionne désormais sur un mode d'économie d'énergie. Le cœur bat plus lentement. La température corporelle s'abaisse. Le poil plus dru chez les jeunes aussi bien que chez les adultes fournit un isolant thermique efficace. En cette saison, les cerfs demeurent mobiles et souples. Leurs jambes fines et leur corps sec les aident à sinuer entre les arbres. Cependant, l'hiver leur oppose des défis nouveaux. La neige recouvre leur nourriture. Ils doivent racler et griffer le sol pour trouver la ration de nutriments qui leur est nécessaire. Des lichens, des mousses, des écorces et des baies compensent à peine l'énergie consommée dans le but de les dégager. Où sont les herbes tendres d'antan ? Ce temps de pénurie est celui que choisissent les prédateurs pour s'intéresser au peuple des cerfs. Quand ils n'hibernent pas encore, les ours ont faim. L'appétit des loups, lui, est multiplié par le nombre d'individus de la meute. Les femelles et les petits courent le plus grand risque. Les loups craignent de s'attaquer aux grands mâles adultes, dont les bois redoutables pourraient les éventrer. La règle des loups est simple. Repérer un animal malade ou plus faible que les autres, et le chasser jusqu'à la mort. Un loup peut suivre sa victime sans se fatiguer sur de nombreux kilomètres. C'est elle qui s'épuise, jusqu'à s'offrir aux crocs qui la tueront. Le drame est accompli. L'hiver éteint les cris, amortit les bruits de la lutte, gèle le sang qui coule. Le soleil brille sur des champs de neige où il semble que rien ne se soit passé. Ceux qui survivent à l'hiver et à la faim font de leur mieux pour renouveler leurs forces.
Une quête commence alors. Le trésor que recherche la harde lui donnera l'énergie d'entrer de plein pied dans le printemps et l'été. Ce trésor est le sel. La harde se met en quête des nappes où les minéraux et les oligo-éléments affleurent pour s'engorger et renforcer leur métabolisme. Ils sont nécessaires à la croissance des plus jeunes et conservent leur force aux adultes. Ils permettent aussi aux femelles gestantes de produire des bébés vigoureux. Le début du printemps voit les femelles se préparer à donner la vie. Le faon, dont nous avons vu les premiers jours, a grandi. Il doit être capable de survivre par lui-même avant que naisse un petit frère ou une petite sœur qui requerra toutes les attentions de la mère. Et surtout preuve qu'il entrera bientôt dans la cohorte glorieuse des jeunes mâles couronnés, des bois commencent à lui pousser de chaque côté du front. À la fin de sa première année de vie, des bosses sont apparus sur sa tête. Chaque année, comme pour un arbre, des bourgeons feront naître de nouvelles ramifications. Il faudra bien du temps, cependant, pour que les bois atteignent leur envergure maximale. Au même moment, quand l'hiver s'achève, les grands mâles, eux, perdent leur couronne. Il leur suffit pour cela de secouer la tête. Pour les plus vieux d'entre eux, la chute des bois se produit en février. Pour les plus jeunes, un peu plus tard, en mars ou début avril. Il arrive que les deux bois ne tombent pas au même moment, ce qui explique que certains cerfs n'en exhibent qu'un. Couronnés ou pas, les mâles ont le combat dans le sang. Ils commencent déjà à éprouver leur force. À défaut de bois, on tente de s'atteindre à coups de sabot. Les mâles adultes ne restent pas longtemps le front nu. Les bois d'un jeune vigoureux recommencent à pousser au bout d'à peine une semaine. Ils croissent alors de 2 cm par jour, une vitesse qui mobilise les cellules souches présentes aux excroissances crâniennes. Ces cellules, les mêmes qui permettent le développement de l'embryon, indiquent à l'organisme les formes que doivent prendre les nouveaux bois. C'est cette croissance quasi miraculeuse qui a fait croire que les bois de serre, et particulièrement le velours qui les irrigue, étaient dotés de propriétés médicinales exceptionnelles. On pensait que leurs molécules amélioraient la santé et prolongeaient la vie. On prête aussi à des substances faites à base de velours ou de bois de serre des propriétés supposément aphrodisiaques, ce qui en font des produits très recherchés dans les pays asiatiques. Des braconniers convoitent les velours à ce stade de leur développement quand ils contiennent encore les substances régénératrices et nutritives qui permettent la pousse et la calcification des bois. Pour eux et pour les cerfs qu'ils pourchassent, une course contre la montre s'engage. Car les velours perdront bientôt leurs propriétés et tomberont en lambeaux. On dit parfois que les bois des cerfs poussent aussi vite que la forêt verdit quand le printemps s'installe.
La pousse des bois constitue un véritable miracle par sa rapidité. Un rameau qu'on appelle un corps s'ajoute chaque printemps et trouve sa place sur une couronne de plus en plus majestueuse. Le velours joue pour les bois le même rôle que le placenta pour le fœtus. La fragilité des bois et du velours en cette saison est telle que les combats rituels se font à coups de sabot, comme si une règle non écrite contraignait chacun à respecter les couronnes de ses congénères. C'est aussi la raison pour laquelle les hardes évoluent sur des terrains ouverts, afin que les velours ne puissent s'accrocher aux branches des arbres. Sur le crâne des cerfs, c'est en fait une véritable usine à produire des bois durs et acérés qui s'est mise en marche. Pour bâtir les bois, cette usine a besoin de matières premières. D'abord, il y a la testostérone, que les glandes du cerf mâle fournissent en quantité. Ensuite vient le calcium. On le trouve dans les affleurements de sels minéraux. Il faut aussi de la vitamine C. La fabrication des bois en exige beaucoup, ce qui explique que le cerf et l'aff en fassent une plus grande consommation que tout autre cervidé. Des bourgeons, de jeunes feuilles, de frais rameaux sur les buissons sont les meilleurs pourvoyeurs de vitamine C. Une flore diversifiée garantit l'approvisionnement en vitamines de toutes sortes et en oligo-éléments tout au long du printemps. Enfin, le velours ayant fait son office, il sèche, se détache par plaques et tombe en lambeaux. Les bois sont alors sensibles. Des vaisseaux capillaires finissent de leur apporter l'énergie et les nutriments qu'ils requièrent. C'est la dernière étape de leur croissance. Un anneau apparaît à la base des bois. Il correspond au niveau où s'interrompt la circulation sanguine résiduelle. Il est temps pour les bois pleinement développés de se transformer en matière inerte. Ce processus s'achève alors que la chaleur devient extrême et que les velours sanguinolents ont attiré les insectes. Des bains de boue permettent aux cerfs de se rafraîchir tout en noyant les parasites. En séchant, la boue et la terre aident les résidus de velours à se détacher. À la fin de l'été, il ne reste plus de matière vivante dans les bois. Paradoxalement, c'est le moment où ils deviennent enfin opérationnels. Quand un cerf est en bonne santé, il développe une ramure parfaitement constituée qui impose le respect à ses congénères. En revanche, si l'animal souffre de dégénérescence ou d'une maladie congénitale, son front ne produit que des bois dissymétriques, parfois quelques corps anémiés. Celui-là ne pourra affronter les autres mâles. Peut-être pourra-t-il cependant féconder quelques biches isolées et affaiblies,
sa lignée s'achèvera bientôt dans l'humiliation. On emploie souvent pour désigner le cerf Elaf la formule « roi de la forêt ». Comme un souverain, il règne sur des sujets qui vivent sur son territoire et se taillent dans la ressource alimentaire la meilleure part. Chaque combat gagné est un sacre renouvelé. Les prétendants au trône prennent soin de leur bois. Ils sont à la fois leur poignard, leur sabre, leur écusson et leur couronne. En cette saison, ils les frottent contre les arbres pour en acérer les extrémités et en éprouver la solidité. C'est à l'âge de 12 ans que les bois atteignent leur envergure maximale. Ils forment alors une sommité parfaitement courbée, polie, lourde et ramifiée. L'animal qui les porte, souvent un chef incontesté, au cuir et au courage prouvés par tant de luttes emportées, ne peut plus marcher que vers son déclin. Quand il a 14 ans, les bois du cerf ont cessé de croître. Ils deviennent plus légers, plus fragiles. L'animal ne peut plus résister aux assauts des plus jeunes. Alors il se retire et vit seul, à l'écart de son peuple. Il survivra encore quelques années, faible et exilé. Sur le front du jeune cerf, à présent âgé de 2 ans, 2 corps se sont élancés, pointus, bien courbés, en forme de lyre. Seul le temps, étiré au fil des saisons, dira de chaque cerf nouveau-né s'il deviendra roi ou manant, monarque glorieux ou ombre fugitive. Chacun fabriquera sa légende, si nature le veut bien.